Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la localisation dans Unity et l'utilisation du package com.unity.localization. Donc il y a dans le package manager la possibilité d'ajouter un package de localisation qui a été créé par Unity, qui existe déjà depuis quelques années, mais qui est toujours actuellement en preview, ce qui n'empêche que ça fonctionne assez bien. Et donc le but de ce tutoriel, ça va être de vous donner les bases pour pouvoir commencer à l'utiliser et éventuellement aller plus loin. Without no further ado, commençons. La première chose, évidemment, c'est dans votre projet. Alors, j'ai créé un projet, Unity par défaut. Donc, dans votre projet, il faut d'abord rajouter le package avec le système de localisation. Donc, vous allez dans Window, vous allez dans Package Manager. Et dans Package Manager, vous allez cliquer sur le petit plus ici et vous allez faire Add Package from Git URL. Donc, ainsi que défini au niveau de la documentation. Donc, la documentation, ici, je vous invite à chercher la documentation de la version 0.10, docs.unity. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, il nous dit de rajouter dans Git URL l'URL com.unity.localization. On prend ça et on va le mettre ici dedans. Alors Unity va maintenant commencer à charger et à importer le package dans notre projet. Pendant ce temps, on va jeter un petit coup d'œil à la documentation pour voir de quoi il s'agit. Quel est le principe de la localisation? Imaginons, vous avez un jeu qui va être commercialisé dans différentes régions du monde. Prenons l'Angleterre et le Japon. Ces deux pays ont des grosses différences culturelles et aussi linguistiques. En Angleterre, on parle anglais, au Japon, on parle japonais. Donc tous les textes que vous allez vouloir afficher dans votre jeu, vous allez vouloir les afficher d'une part en anglais pour les anglophones, d'autre part en japonais pour les japonais. Je ne sais pas comment on dit japonophone. Tiens, je ne m'étais jamais posé la question. Bref. Il y a aussi d'autres choses, des éléments culturels, comme par exemple la façon dont on écrit des chiffres. Bon, évidemment, ici, c'est très différent parce qu'il y a carrément une différence de type de caractère qu'on va utiliser. Mais également, par exemple, au Japon, si je ne me trompe pas, il est interdit de mettre des squelettes dans des jeux vidéo. Vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas commercialiser un jeu vidéo au Japon s'il contient des squelettes. Donc, c'est très embêtant, vous avez fait votre jeu, il marche super bien aux États-Unis et en Angleterre, et il y a des squelettes. Et puis vous ne pouvez pas le commercialiser au Japon, sous peine de. Enfin, ou bien à moins de retirer tous les squelettes de votre jeu. Alors l'option B, c'est justement de dire je veux que toutes les textures qui contiennent des squelettes soient remplacées par des textures qui contiennent des lapins, par exemple. Les Japonais aiment les lapins ou des petits chats. Dans mon jeu, sans pour autant devoir impacter le reste de mon jeu. Pour ça, vous pouvez utiliser aussi un système de localisation. Le principe fondamental, c'est une sorte de dictionnaire avec clé-valeur, où vous dites, bah tiens, pour le mot hello, hello c'est la clé, bah en anglais, je veux que ça s'écrive hello, et en japonais, je veux que ça s'écrive konnichiwa. Bon. Et tout ça, on va un petit peu en parler. Et aussi, vous pouvez dire, pour la skin avec l'identifiant squelette, je veux que dans la version anglaise, il utilise l'asset squelette. Et dans la version japonaise, je veux qu'il utilise l'asset lapin ou petit chat. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, maintenant que j'ai importé le package et qu'il a été installé dans mon projet, je vais pouvoir le configurer. Pour configurer la localisation, on va d'abord créer un répertoire ici dans notre projet. On va appeler localization. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle comme ça. Et donc dans localization, maintenant, on va devoir créer une configuration pour notre localisation. Alors vous allez dans Edit, Project Settings. Et dans Project Settings, si c'est installé correctement, vous devriez avoir localisation ici, avec un asset qui va déterminer les settings de localisation. Vous pouvez avoir plusieurs assets de settings.
Ça peut être utile, par exemple, dans le cadre d'un testing, si vous voulez avoir un build de développement avec des settings un petit peu particulières au niveau de la localisation. Vous pouvez le faire. Et puis après, rebasculer vers les settings de production avant de faire le build final de production de votre projet. Bon, ça c'est à vos risques et périls évidemment, mais on peut utiliser plusieurs settings différents. Ça ne se justifie de manière générale pas vraiment, il en suffit d'une seule, quoi. On va la créer, et Unity va nous demander où on veut la sauver. Je vais le sauver dans le répertoire localisation, et je vais l'appeler Localization Settings, qui est le nom par défaut. Je sauve, et donc dans ce Localization Settings, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une liste de locales disponibles. Donc les locales, c'est notre local culturel. Le japonais, le anglais, mais ça peut aussi être, par exemple, le portugais brésilien ou le portugais du Portugal, qui sont des langues très différentes. D'ailleurs, généralement, les jeux qui sont traduits en portugais sont traduits en portugais brésilien et pas en portugais du Portugal, pour la petite histoire. Donc là, ici, on va générer une locale. On va générer deux locales, en fait. Une locale pour l'anglais et une locale pour le français. Et on ne va pas spécifier anglais américain, anglais, etc. Mais on pourrait si on voulait. Ici, on va définir l'anglais English et le French FR. Voilà. On génère ces locales et donc il va nous créer des locales préfabriquées. Donc dans mon répertoire localization ici, je vais créer un nouveau folder que je vais appeler local. Et je vais ensuite choisir ce folder pour créer mes différents éléments. Alors, vous regardez dans mon répertoire local ici, il m'a donc créé un asset pour English. Et vous voyez qu'ici, il y a un local code, une culture info, English, et puis différents formateurs pour, par exemple, formater des currencies ou formater une date, une heure, un nombre. Vous voyez par exemple que dans la locale anglaise, eh bien, quand on a un chiffre avec des millions, eh bien, les millions sont séparés par des virgules, tandis que ensuite les décimales sont séparées par un point. Et si je prends la locale française, ici, on a plutôt les millions qui sont séparés par un espace, et puis la virgule qui est séparée par une virgule, enfin les décimales qui sont séparées par des virgules, etc. Donc ça, ce sont les presets. Après ça, ça ne traduit pas encore, ça ne fait pas encore l'opération de traduction, ça nous donne simplement les bases élémentaires de la locale française et la locale anglaise. Ce qu'on va devoir maintenant faire, c'est créer des tables de conversion qui vont nous permettre, à partir d'une clé, de définir des valeurs. Pour ça, ah oui, pardon, il faut d'abord que je vous parle d'autre chose. Project Settings. Donc là, on a créé nos locales. Et alors, vous avez aussi ici un truc qui est marqué Local Selector. Ça, c'est la façon dont Unity, dont l'engine va déterminer quel local on va utiliser. Donc, il y a un ordre, si vous voulez, de préférence, quoi. Donc, on peut avoir une définition de la locale par ligne de commande. Je ne sais pas très bien comment ça marche, mais voilà, il faut regarder un petit peu dans la documentation. Il va avoir le système local selector, ça va simplement déterminer sur base du système sur lequel le jeu est en train de tourner, quelle est la locale active. Par défaut, c'est toujours la bonne chose à faire. Et puis après, vous pouvez spécifier à la main quelle est la locale que vous voulez utiliser en utilisant un ID. Et donc ici, par exemple, par défaut, si ceci échoue et si ceci échoue, eh bien, il va nous sélectionner la locale anglaise. On peut changer l'ordre de ces critères en disant que je veux d'abord que ça soit ceci. Ce qui justifie, par exemple, la création l'utilisation d'un local settings spécifique pour un build de développement si vous voulez rapidement pouvoir tester le jeu en anglais puis tester le jeu en français sans devoir changer le langage système de votre jeu. Voilà. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ici. On va le mettre en anglais pour le moment. Voilà. Et puis après, il y a une asset database, une string database, mais ça, on ne va pas s'en intéresser. Je ne sais même pas ce que ça fait. Et on n'en a pas besoin. Pas ici, en tout cas. Donc, maintenant qu'on a ça, on va devoir créer une table de conversion de clés vers des valeurs. Pour ça, vous allez dans Window et vous allez dans Asset Management et vous avez un truc Localization Tables. Donc il y a deux types de tables de localisation. No Active Localization Setting Found in Project. Tiens.
On va voir ça. Project settings. Comment ça, no active localization found in project? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Asset management. Create. Pourquoi il... Je comprends pas. Bizarre, bizarre, bizarre. Attendez là. Attendez là. Il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Ça devrait pas se produire dans votre projet. La raison pour laquelle ça se produit ici, à mon avis, c'est parce que j'ai repréparé le tutoriel plusieurs fois et j'ai effacé et recréé des trucs plusieurs reprises. Et où est-ce qu'il me permet de définir la locale? C'est bizarre ça. Si je mets ça comme ça pour le moment, parce qu'il me permet pas de définir effectivement. En haut, j'ai pas le choix de la localization setting. C'est quoi cette histoire? Bizarre, bizarre. Bon. Du coup, on va suivre ici localization table. Ah bah maintenant il est content. Ok, soit. Donc, maintenant ça marche. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça marche. C'est peut-être le fait d'avoir changé le sélecteur. Donc, ici, il me permet de créer une nouvelle table. Enfin, il me permet de voir toutes les tables de conversion qui existent. Pour le moment, il n'en existe aucune. Donc, il me permet d'en créer une si je veux. Ou bien alors, si je veux en créer une nouvelle ici, voilà, je clique là-dessus, dans ce petit onglet, New Table Collection. Alors, je peux dire pour quel local cette table est utile. Parce que parfois, vous pouvez vous dire, ah non, cette table, j'en ai besoin que pour une locale spécifique. Vous donnez ensuite un nom à votre table. Alors, comment définir quelle est la granularité de vos tables? Est-ce que je mets finalement tout dans une seule table? Alors, la question à considérer est double. La première chose, c'est que lorsque vous voulez sélectionner les clés, donc pour les appliquer à un endroit ou à un autre dans votre jeu, ça va fonctionner avec un drop-down où vous allez sélectionner la collection et parmi la collection, la clé que vous voulez. Alors si vous n'avez qu'une seule collection avec plein de clés, ça va être un peu galère pour vous y retrouver. Donc déjà, premièrement, c'est une question de navigation. La deuxième raison pour laquelle vous voudriez avoir plusieurs tables, plusieurs collections, c'est une question de gestion de mémoire. En effet, si vous êtes sur une scène et que cette scène utilise des données de localisation, eh bien, elle va charger la collection qui correspond aux données qui sont utilisées. Si vous mettez tout dans une seule table, eh bien, il va devoir tout charger en mémoire, et ça va prendre de la mémoire. Tandis que si vous avez une bonne granularité, par exemple, vous avez une table par scène dans votre jeu, ça peut avoir beaucoup de sens. À ce moment-là, il va charger moins de choses en mémoire. Ici, donc, on va l'appeler ça Common Expressions. Voilà, c'est les expressions habituelles. Et je vais lui dire, donc j'ai la possibilité de créer une asset table ou bien une string table. Donc l'asset table, ça permet d'associer une clé à un asset. Donc ça c'est dans le cas où vous voulez avoir justement vos fameux lapins à la place de vos squelettes. Vous dites pour la clé squelette, je veux en anglais l'asset, la texture squelette. Et pour la version française, je veux la texture, la version japonaise, je veux la texture lapin. Ici, on va s'intéresser surtout à la conversion de string, donc du texte, hein, vers d'une clé hello vers une valeur hello pour l'anglais ou on va faire le français ici, donc bonjour pour le français. Donc je vais créer cette collection, je vais dans localization de nouveau et je vais créer un nouveau folder, je vais appeler ça collections. Ou bien tables. Voilà. Juste pour éviter, pour bien tout structurer. Et je vais faire choose. Et donc là, il va me créer un certain nombre d'assets dans tables. Common expressions, donc un asset ici.
qui lui va être la table en elle-même. Et puis alors, des données spécifiques à la locale FR et la locale EN. Et enfin, donc ça c'est notre collection en elle-même, et ça sont les tables en fait. Et puis des shared data, ce sont des données qui sont communes aux différentes locales. Ici, on va sélectionner Common Expressions, et vous voyez que dans ce truc-là, on peut ouvrir le truc dans une Table Editor. Il va nous montrer à ce moment-là les différentes valeurs. Mais si je fais ça ici, pour le moment, il n'y a rien. Alors, je peux tout rentrer à la main si je veux, mais c'est un petit peu bof. Je peux aussi importer ces données à partir d'ailleurs. Alors, si je clique ici dessus, je peux import, et je peux faire à partir d'un directory XLIFF, d'un fichier XLIFF. Donc, XLIFF, c'est une définition standardisée pour tout ce qui est localisation. Donc, c'est une localization file, c'est pour ça le FF. C'est International no, Localization International File Format ou quelque chose comme ça. Ou bien alors à partir d'un CSV. Mais on ne va pas le faire via ce moyen-là, on va le faire autrement. On va aller ici dans notre petite Common Expressions, ici, sélectionner cet asset-là, donc ça c'est notre collection, et on va rajouter une extension pour définir en fait comment on veut structurer le CSV pour l'importer ensuite dans notre table. Donc je vais cliquer ici et vous voyez que j'ai deux extensions possibles, soit Google Sheets, donc ça permet en fait de lier les données directement avec une Google Sheet dans le cloud. Bon, pour ça, il faut que vous configuriez votre compte Google Cloud et que vous payez pour les services, etc. C'est tout à fait faisable, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Je vous invite à regarder la documentation si vous voulez en savoir plus. On va s'occuper surtout de l'extension CSV. Quand on sélectionne ça, vous voyez que ça me rajoute ici certaines options de configuration qui me permettent de dire dans mon CSV quel va être le nom pour la colonne clé, quel va être le nom pour la colonne ID. Alors, la clé et l'ID, je vais expliquer un peu plus tard. Est-ce qu'on veut inclure un ID dans le CSV ou pas? Est-ce qu'on veut rajouter des commentaires qui sont partagés? Quel est le nom de la colonne pour les commentaires partagés, etc. Et ensuite, pour chaque local, quel est le nom de la colonne pour la valeur dans cette locale? Ici pour le English et pour le French. Et même chose pour les histoires de comments. Donc je vais retirer les comments. Ici, ça c'est des métadatas qu'on peut attacher. Je ne vais pas m'en préoccuper, même si ça peut être intéressant. Je ne sais pas encore exactement comment les utiliser, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc on va aussi pas include share comments. Mais je vais un petit peu parler par contre de l'utilité de ce key et de ce ID. Donc imaginons que vous avez la clé hello, que vous traduisez donc en anglais par hello et en français par bonjour. Mais voilà, vous avez fait une faute d'orthographe dans la clé. Vous l'avez appelé hello, mais vous avez mis un seul L. Si jamais vous voulez corriger cette faute d'orthographe, le problème c'est que ça change la valeur de la clé. Et donc dans Unity, si vous aviez configuré certains champs pour afficher la valeur de la clé hello avec un seul L, il ne va pas savoir s'adapter et dire ah la clé a changé, il faut que je mette ça à jour avec la hello avec deux L. C'est à ça que sert l'identifiant. Donc ça, l'identifiant, c'est un identifiant numérique unique. Et donc à la clé hello, vous dites que c'est l'identifiant 1, à la clé goodbye, vous dites que c'est l'identifiant 2, etc., etc. Et donc là, ça va permettre à Unity de retrouver ces jeunes, puisque si vous avez changé la valeur de la clé, vous laissez l'identifiant identique, et Unity va pouvoir dire « Ah tiens, la clé hello a changé, enfin la clé de l'identifiant 1 a changé, c'est maintenant hello avec deux L, et partout où j'ai utilisé cette clé-là, eh bien, il va le mettre à jour correctement. » Donc, ça a son importance. Ici, c'est le nom de la colonne. Alors, moi, je trouve ça pas très pratique de devoir taper tout ça English, entre parenthèses EN. Donc, je vais mettre EN ici pour l'anglais et FR pour le français. Et maintenant, j'ai déjà créé une feuille Excel ici dans Google Sheets, voilà, avec une clé, hello, goodbye, un identifiant, 0, 1.
une version française, bonjour, au revoir, une version anglaise, hello, goodbye. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est l'exporter. Alors ici, j'ai bien fait attention de l'appeler Localization Tutorial. J'appelle ça, je vais changer le nom ici, rename, et je vais faire Common Expressions. Voilà, comme ça je m'y retrouve un petit peu en termes de nomenclature. Et je vais faire File, Download, CSV, Current Sheet. Voilà, et il m'a chargé ça ici. Parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce CSV, je vais le mettre dans Unity et je vais le mettre là-dedans. Bam. Localization Tutorial Common Expressions. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est utiliser ce CSV que j'ai exporté, l'utiliser comme donnée pour ma table Common Expressions. Et pour ça, je vais cliquer sur Open ici. Et je vais maintenant sélectionner dans mon projet, alors on va aller dans Localization, Tables, donc là je suis bien dans mon projet ici, et je vais sélectionner le CSV que j'ai mis dans mon projet Unity. Open. Donc voilà, vous avez vu qu'il a importé ça, et si maintenant je clique dans Open in Table Editor, vous voyez que les clés ont été rajoutées, et les traductions anglaises et françaises ont été correctement mappées selon le CSV que j'ai défini. Parfait. Maintenant que nous avons notre table, comment faire pour l'utiliser dans Unity? Eh bien, pour ça, disons qu'on va mettre un champ de texte ici, UI, text, TextMesh Pro. Voilà, on va importer TMP Essentials, parce que TextMesh Pro, c'est quand même mieux que le texte Unity UI de base. On va ensuite centrer ça complètement sur l'écran, parce que pourquoi pas, hein, Alt, Shift, bam, centré. Et on va lui dire d'être centré horizontalement et verticalement. Voilà, on a un texte qui est bien au gros centre. Il s'appelle New Text pour le moment. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est faire en sorte que le texte qui s'affiche est un texte, soit un texte localisé. Et non pas un texte mis à la main, bonjour. Voilà. Parce que ça, c'est bof. Pour ça, on a en fait des composants qui sont déjà préconstruits. On a Localized Audio Clip Event, Localized Sprite Event, Localized String Event et Localized Texture Event. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Localized String Event. Et donc, que fait ce composant? Ce composant nous permet de définir une localized string. Donc ici, si je fais ceci, il me permet de choisir la collection que je veux utiliser. Donc là, j'ai Common Expression, c'est ça que je vous disais à propos des drop-down et de la granularité. Et je vais sélectionner l'expression hello pour lui dire je veux qu'il affiche hello. Donc vous voyez qu'il remplit déjà toute une série de choses. Il me montre quelle est la valeur pour l'anglais, la valeur pour le français. Donc super, je peux voir que c'est correctement défini. Et on a aussi ici la possibilité de définir comment, quel va être le fallback si jamais il n'arrive pas à trouver la traduction correcte dans la locale active. À ce moment-là, on peut définir soit dans Project Settings, soit dans Don't Use Fallback ou Use Fallback. Et si je fais Use Fallback, je n'ai pas encore regardé ça, donc je ne saurais pas vous en parler pour les configurer, mais je vous laisse regarder la documentation pour ça. Alors, jusqu'ici, c'est très bien, mais comment est-ce que ça va faire pour mettre à jour ceci? Eh bien, ici, on a un event qui s'appelle Update, enfin un event Update String, auquel on va pouvoir réagir en rajoutant des handlers. Donc ici, si je fais un petit plus, il me dit bah, qui va réagir au fait que cette string est mise à jour. Alors, hop, je vais mettre texte ici, TMP, et je vais lui dire, je vais prendre mon TextMesh Pro UGUI ici, et donc c'est un event qui utilise, enfin c'est un event de type string. Donc en fait, je peux lui passer n'importe quelle méthode qui prend un string en argument, une string en argument. Et donc ici, je peux aller TextMesh Pro UGUI et aller dans Dynamic String Text. Et ça va mettre à jour le texte dans mon TextMesh Pro. Que se passe-t-il si je fais Play maintenant?
il m'affiche hello. Alors vous voyez ici en plus, j'ai la possibilité de changer la locale. Si je change la locale en français, bam, il passe en French. Il change en bonjour. Alors comment est-ce que ceci fonctionne? Eh bien c'est simple. L'update string, c'est un event qui va être appelé lorsque la locale change. Mais attention, si on regarde ici au niveau de l'éditeur, si je fais play et que je veux changer la string référence dans ceci, je dis hey, goodbye. Il ne change pas. Alors la raison pour laquelle il ne change pas, c'est que ici on est en éditeur. Et donc en fait dans le code de localize string event, ils n'ont pas pensé à rajouter la gestion du onValidate qui permet du coup de lorsque je change une valeur à l'intérieur de mon de mon inspecteur, ils réagissent à cela. Mais voyons comment on peut s'amuser à recréer ce truc-là, enfin à interagir avec ce localize string event, pardon, pour le faire changer. Donc je vais créer un nouveau script. Hop là. Et je vais simplement ici, localization. Donc voilà, je vais créer un script ici. Bon, normalement, je le mettrai dans un répertoire script, etc. Et je mettrai localization. Ici, je vais simplement faire... je vais l'appeler localized text. Allez. Selector. Voilà. Donc ce truc localized text selector, il va être très simple. On va voir, bon, je pourrais faire ça en un champ privé sérialisé. Ici, je vais faire public. Public. Et donc là, je veux que ça soit un localized string. On dirait que le Oniric Rider est un petit peu dans les choux. Parce qu'il n'arrive pas à charger correctement. Bon, je vais faire mes riders ici. Et je vais le rouvrir. Son IntelliSense c'est un petit peu dans les choux. C'est pas grave. Invalid token void in class struct. C'est quoi ce truc? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bon, Rider, veux-tu bien t'ouvrir? Oh, zut. Il s'ouvre de multiples fois maintenant. Qu'est-ce qu'il raconte? Invalid token void in class struct. Je sais pas ce qui se passe. Mais il n'est pas en forme. Allez. Ah, il est en train de charger encore là. Ah ok, c'est pour ça. Ok, bon. Donc, public localized string. Et donc ça c'est la référence à une localized string. On va... Voilà. Public localized string. Ça y est, maintenant il retrouve ses jeunes. Et donc, localized string. Voilà. Donc ça va, on va simplement sélectionner avec ce text selector et on va avoir une référence avec un localized string event. Ou bien c'est string event. Localized string event. Localize string event, voilà. Event. Et donc tout ce qu'on va faire ici, c'est vraiment rajouter cette partie onValidate
C'est vraiment silly, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut, au niveau du code, interagir avec un localized string event. On validate. Et on va dire... oula, on va lui mettre une minuscule à string event, s'il vous plaît. Voilà. String event, point. Et là, on a une string référence. Donc, string référence égale à localized string. Et c'est tout ce qu'on va faire. Donc ici, après, si vous voulez au niveau de votre code impacter ce truc, c'est juste ça qu'il faut faire, quoi. Et donc, si on regarde en fait le code de localized string event, parce que c'est ça qui est intéressant, vous voyez que il y a une méthode, donc string référence, hein, une propriété, et cette propriété, quand on fait un set, eh ben, il fait clear change handler, puis il fait string référence égale value, et puis il fait register change handler. Et donc comme ça devrait normalement changer et mettre à jour la valeur. Voyons ce que ça donne en pratique. Donc je fais clear ici, parfait. On va le mettre ici pour des raisons de facilité. Je vais prendre mon localized text selector, je vais le rajouter à mon objet texte ici. Donc, comme vous voyez ici, j'ai ce même truc, hein. Voilà, localized string. Et donc, si je fais play, pour le moment ici dans mon text selector, il va probablement pas être trop d'accord parce que voilà, j'essaye de lui setter une valeur nulle, mais supposons que je change ceci et que je lui dis maintenant je veux que tu dises goodbye. Ah oui, évidemment, j'ai oublié de référencer mon localized string event surtout, c'est pour ça. Donc voilà, ici je vais lui dire, je vais mettre goodbye. Voilà, je fais play. Donc là, il m'a mis goodbye. Si je change, je mets hello. Ah, il ne me le met pas à jour. Il ne me le met pas à jour. Pourquoi il ne me met pas à jour? Ok, on va faire ça autrement. On va mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer notre propre version du localized string event, mais qui réagisse lorsqu'on fait, lorsqu'on change la valeur du truc. Donc ici, au lieu d'avoir ici ce localized string, première chose que je vais faire, je vais définir l'event public class. Bon, ça, normalement, je ferai ça dans une classe que j'appelle event types. Mais ici, je vais définir un event Unity, une implémentation concrète de Unity event de string. Donc, je vais appeler cela string event. Et qui va donc être hérité de la classe Unity event de type string. Voilà. Ouais, il va probablement devoir l'importer lui-même. Et je dis brackets, brackets. Et voilà. Et Alt Enter, s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai défini une classe string event que je vais rendre sérialisable. Voilà. Afin de pouvoir l'afficher ici. Public string event et je vais l'appeler on change. Voilà, donc ça va être l'event qui va mettre à jour le texte. Alors, je vais aussi devoir mettre en cache un texte, une valeur string. Donc, private string underscore text. Voilà. Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que lorsque je change la string localisée, donc première chose que je vais faire, c'est faire en sorte de réagir lorsqu'il y a un changement de local. Donc, on va aller d'abord créer void on enable. Donc, lorsque j'active mon composant,
ce que je veux faire, c'est ajouter un handler à l'événement qui se produit lorsque la locale change. Pour ça, on va faire localized string string changed plus égal à, et là il va falloir qu'on dise update localized text. Voilà. Donc ça va être une méthode void update localized text qui doit prendre en entrée une string, puisque string changed c'est une string. Donc update localized text va prendre la string, donc string new text, voilà, et va dire underscore text égale à new text pour mettre à jour la valeur de texte, et ensuite prévenir onChange, hey, j'ai changé, point invoke, et on va passer la valeur de texte. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors ici, et donc onDisable, on va faire l'inverse, on va désenregistrer, donc localized string, string changed, moins égal à update localized text. Voilà. Alors, le truc qui va être important ici, c'est pour le onValidate. Donc quand on change onValidate, ça je vais retirer puisque ça n'a plus de sens. Donc quand on change onValidate, ce qu'on voudrait, c'est mettre à jour la valeur de texte avec la valeur de la nouvelle string localisée. Mais aussi, il faut qu'on... Parce que comme on va changer la localized string qu'on référence, il va aussi falloir qu'on retire le register sur le update localized text sur l'ancienne localized string qu'on référençait. Ça, c'est important. Donc, première chose à faire, c'est faire ça. Donc, update localized string. D'abord, je veux vérifier. Enfin, il faudrait que je rajoute une vérification pour voir si j'ai réellement changé la localized string, etc. On va pas le faire parce que je vais pas perdre mon temps à ça, mais voilà, c'est des petits changements, évidemment, des petites optimisations pour optimiser l'utilisation du CPU. Donc on va faire localized string.string changed. Ah oui, mais non, parce que l'ancienne localized string, comment il le fait dans localized string event? Je vais regarder un petit peu ici. Register change handler. Donc s'il change la référence, clear change handler, et clear change handler, il fait string reference.string changed moins égal. String reference.string change, ouais. Ouais. Évidemment, ça c'est un petit peu plus embêtant parce que onValidate. Ok. On va le mettre quand même. Private localized string current localized string. Voilà. Donc, si if current localized string n'est pas égal à localized string, alors à ce moment-là, il faut que je dise
current localized string point string change moins égal à update localized text. Ensuite, je fais localized string point string changed plus égal à update localized text. Voilà. Ensuite, je vais dire que ma current localized string est bien ma localized string. Voilà. Alors, il faut que je fasse attention. Private void awake. Dans awake, il faut que je dise current localized string égale à localized string. Sinon, ça ne va pas. Et donc ici, je vais faire current localized string .string change et current localized string .string change plutôt que localized string. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Et donc ici maintenant, une fois que j'ai fait tous ces petits chipotages pour être sûr de ne pas déconner. Je vais faire même la current localized string change. On va rester logique. Voilà. Unvalidate. Évidemment, ça va être appelé dans l'éditeur. Il y a des petites choses à changer. Tout ça, c'est pour le faire au runtime. Mauvaise idée. Donc, plutôt que de faire unvalidate, je vais faire ça au runtime. Donc, je vais rajouter une méthode publique. Et je vais faire update. Localized string. Non, pardon. Refresh. Voilà. Non, il est pas content. Void, évidemment. Refresh, voilà. Et je vais faire context menu. Item name. Refresh. Voilà. Ça, vous allez voir à quoi ça sert, si vous ne connaissez pas. Comme ça, on n'aura pas un truc qui se passe pendant onValidate, parce que c'est un petit peu le souci. Si on fait ça dans onValidate, on va avoir on va avoir des trucs qui se passent pendant l'éditeur en dehors du runtime, et on n'a pas envie que ça se passe. Donc ça va être purement pour tester. Donc on va mettre à jour la localized string. Voilà, babam. Et donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de mettre à jour la valeur de texte. Comment on fait? Je ne peux pas faire texte égale et faire current localized string point quelque chose. Point to string, c'est pas ça qui va nous donner, etc. Il y a un truc qui s'appelle get localized string, mais comme vous voyez, ça ne me renvoie pas un string, ça me renvoie une async operation handle string. Donc en fait, c'est une opération asynchrone qui va être démarrée et on ne va pouvoir savoir le résultat de cette opération asynchrone que lorsque l'opération asynchrone a été correctement exécutée. Donc on fait current localized string .get localized string et on va réagir. Donc ce truc en fait est une opération asynchrone qui a un event qui s'appelle complete. Donc lorsqu'il est terminé, completed, voilà, .completed, lorsqu'il est terminé, on va pouvoir réagir. Et comment on va pouvoir réagir? Eh bien, en lui passant une lambda plus égale à... Et cette lambda, elle peut prendre une string, enfin, elle va prendre, pardon, un résultat, ou plutôt... je vais l'appeler R. R, d'accord, il va me renvoyer un résultat. Et ce que je veux faire, c'est utiliser ce résultat pour le mettre dans... pour faire update localized text. Donc je vais faire update localized text et je vais passer r.result.
Et ça, le result, c'est là-dedans que se trouve la string localisée. Point virgule. Donc ici, j'ai une lambda qui va appeler update localized text. Update localized text va mettre à jour la valeur de texte et va ensuite appeler onChange.invoke text auquel on va pouvoir s'enregistrer. Donc maintenant que j'ai fait ça, localized text selector, je vais aller dans Unity. Clear. Et donc je vais retirer le localized string event ici, remove component, et je vais plutôt mettre mon localized text selector qui est déjà là. Et donc là ici on a bien notre event onChange et notre string localisé qui a été sélectionné ici. D'abord goodbye. On va d'ailleurs mettre hello dans un premier temps. Et donc ici maintenant je vais aller souscrire le handler pour l'event onChange en lui disant prends TextMesh Pro, prends TextMesh Pro UGUI et appelle la méthode de mise à jour de texte, la propriété texte, en lui passant la nouvelle string. Voyons ce que ça donne si j'appuie sur Play. Normalement, il devrait m'afficher Hello. Si je change la locale en français, il met bien ça à jour avec bonjour. Donc, parfait. Et que se passe-t-il maintenant si je change ceci? Je vais mettre goodbye. Il ne se passe encore rien parce qu'il faut que je lui dise que ça a été mis à jour. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit menu burger ici. Et vous voyez que j'ai refresh. Refresh, pourquoi j'ai un truc refresh? Parce que dans mon code ici, j'ai ajouté un menu contextuel avec l'item name refresh qui va appeler la méthode refresh. Et donc normalement, si j'appelle la méthode refresh, allez Unity, si j'appelle la méthode refresh, il devrait faire ce que je lui demande, à savoir mettre à jour la valeur de texte en appelant l'opération asynchrone. Refresh. Haha, il ne l'a pas fait le salopio. Refresh. Que se passe-t-il? Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne rentre pas là-dedans? Est-ce que j'ai une erreur ici? On va voir un petit peu ça. Est-ce que j'ai une erreur? Refresh. J'ai pas d'erreur ici au niveau de la console. Bon, on va voir ici. Attach to Unity Process. Sélectionne-moi ce Unity Process là. On va rentrer là-dedans et on va voir si on rentre dans les différents endroits ou si à un moment donné ça déconne. Et on va voir ici ensuite si on appelle bien text new text et on invoke. Voilà, ça c'est fait. On va refaire dans Unity ici. Je vais appeler la méthode refresh. Donc il rentre bien ici. Alors, voyons un petit peu. Il ne rentre pas parce que current localization string est égal à localized string. Est égal à localized string. Hello. Refresh. Il est égal à localized string. Ah bah donc du coup, si c'est la même localized string, j'ai pas besoin de me tracasser de tout ça. My bad. My bad. Je pensais que j'allais changer la localized string. Mais en fait, je ne change pas.
OK. Donc du coup, je fais ça, X. Et je fais ça. Comme ça, il rentre dans mon changement ici. Donc si jamais vraiment ça a changé, pour une raison... du coup, je ne sais pas pourquoi ça changerait, mais si jamais ça a changé, au moins, on met à jour. Et là, ici, je vais quand même faire le get localized string. Ça devrait fonctionner. Bon, il se peut que ça ne fonctionne, qu'il faut que je redémarre Unity. Enfin, pas Unity, mais l'instance. Alors, allez, Unity. Voilà, il a recompilé. Hello. OK, on va mettre goodbye. On va faire refresh. Goodbye. Voilà, il nous a mis goodbye. Je change la locale. Ah, je sais plus la changer, tiens. Je pouvais le changer tantôt, mais maintenant plus, probablement à cause du fait qu'il a recompilé. Ben, bref, voilà. Voilà donc comment on fait pour changer le truc. C'est surtout cette petite astuce. Donc, get localized string pour pouvoir changer au runtime ou pouvoir récupérer la valeur de la string localisée au runtime. On fait get localized string.completed. Et on doit balancer ça avec une lambda pour récupérer le résultat et l'envoyer dans notre update localized text. Voilà, je vous souhaite bon amusement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ou des réflexions, ou si vous voulez voir des tutoriels sur des choses plus avancées, vous demandez, et puis je l'exécuterai.